Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale au menu de questions d'actu ce soir. Après plusieurs mois de blocage et de tractation avec les syndicats notamment, l'exécutif met fin au dossier épineux des contractuels. L'occasion donc pour nous, dans cet épisode, pour nous arrêter sur les dispositions du projet de décret approuvé donc cette semaine par le Conseil de gouvernement. Dans un point de presse, d'ailleurs, le ministre de tutelle, Cheikh Ibn Moussa, se voulait rassurant. Je cite, « Le nouveau statut unifié ne portera en aucune manière préjudice aux intérêts des enseignants, contrairement aux rumeurs circulant à ce sujet. » Pour Cheikh Ibn Moussa, toujours, le chemin de la réforme ne se termine pas avec la mise en œuvre du statut unifié des enseignants. Au contraire, celui-ci n'est qu'une étape cruciale sur la voie de la réforme qui dépend en grande partie des acteurs éducatifs. Ainsi, en vertu de ce statut, pas moins de 140 000 vacataires seront titularisés dès 2023 et pourront ainsi bénéficier des promotions selon leurs échelons avec effet rétroactif sur les 5 dernières années. Les détails donc dans cette émission. Autre question d'actualité liée donc à ce sujet, quelle égalité des chances pour tous les fonctionnaires? Quels apports ces incitations prévues dans le cadre de ce nouveau statut? Quels apports auront-elles finalement sur cette réforme de l'éducation? Pourquoi ce nouveau statut divise-t-il au sein des différentes représentations syndicales du corps enseignant? Intransigeant sur l'âge limite pour l'accès à la profession. En tout cas, la tutelle est claire. Il n'y a pas de retour sur cette décision. Quelles sont les raisons et les objectifs de ce plafonnement de l'âge à 30 ans? Bref, tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau statut du corps éducatif en compagnie de nos deux experts. Ce soir, en l'occurrence, le professeur Mohamed Gdira, professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Gdira. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons également avec nous professeur Nasser Naji, président de l'AMACEN. Bonsoir, professeur Naji. Bonsoir et merci. Un plaisir renouvelé de vous accueillir. Alors, statut unifié des enseignants, donc c'est la fin de ce dossier qui n'aura que trop duré, selon vous, professeur Gdira? Écoutez, d'abord, il faut dire que l'éducation nationale, pas uniquement au Maroc, a toujours connu... c'est un secteur à problème. Hein, il faut le reconnaître. Tension, des grèves, des abandons, mauvaise rémunération, contestation, etc. Déjà en 2016, le rapport de la Banque mondiale a démontré ou a montré que la rémunération au Maroc n'est pas incitatif, des enseignants, bien sûr, je parle des enseignants, n'est pas incitatif pour la motivation et la performance des enseignants. Or, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a de la bonne volonté, il y a de la bonne foi, mais il y a des insuffisances. De la bonne volonté parce que les négociations étaient très compliquées et très complexes. Et ils ont duré 8 mois, avec 24 réunions de cette commission. Chose qui n'est pas aisée. Et par conséquent, nous pouvons, parfois on avait l'impression d'utiliser le forceps, d'utiliser les pisios pour faire sortir ou se mettre d'accord sur des éléments. Là, c'est le premier constat. Deuxième constat, la bonne volonté est toujours là. Que ce soit du côté des syndicats ou du ministère. C'est-à-dire que moi, je considère personnellement que cette négociation est un début de coupure avec le passé. Ce n'est pas la coupure, mais c'est un début de coupure. La concertation, il faut le dire, et le débat était le slogan phare pendant ces réunions de la commission. Et c'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre. J'espère personnellement que c'est un bon départ. Bien sûr, on va discuter des insuffisances, on va discuter, je dirais, des bons points et des mauvais points, mais je dirais, c'est un statut négocié, et quel qu'il soit. Un nouveau statut génère toujours des contents et des mécontents. Au sein même des représentants syndicaux. Bien sûr. Ça, d'ailleurs,
il y a une lettre qui a été adressée au ministre. Tout à fait. Après, je dirais, l'instauration du statut unifié. Et par conséquent, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des points sur lesquels on va revenir qui forment, je dirais, des points forts et des insuffisances sur ce statut. Abnas El-Naji, est-ce que cela signifie la fin des protestations? On espère que les protestations finissent avec ce statut unifié, mais je pense que la méthodologie qui a été adoptée pour arriver à ce document qui regroupe plusieurs syndicats, 4 syndicats qui sont les plus représentatifs. La méthodologie d'associer ces syndicats peut-être nous faire éviter des protestations, au moins des protestations aussi véhémentes que les protestations qu'on a vécues il y a plusieurs années. Exact. Avant l'année dernière, puisque l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de protestations. Mais le fait de les protestations, juste peut-être pour les moins initiés, les protestations, ce sont surtout, et c'est ce qui mine une année scolaire, notamment pour les élèves, ce sont les grèves à répétition des enseignants. Oui, c'est ça. Les grèves des enseignants et surtout les grèves des contractuels ou bien des cadres d'académie. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce statut unifié, les cadres d'académie vont trouver, au moins on peut dire que ce statut unifié a mis fin au calvaire de ces cadres d'académie qui a duré plus de 6 ans, qui ont vécu dans des conditions qui ne sont pas décentes, qui ont vécu dans des conditions qui ne favorisent pas la performance ou bien l'efficacité dans leur travail. Et aujourd'hui, avec l'intégration de ces cadres d'académie dans un cadre commun, dans un statut unifié, pourra peut-être mettre fin à ces protestations. Deuxième point qui, à mon avis, va peut-être être source d'inquiétude en ce qui concerne les grèves ou bien les protestations, c'est la non-implication de du 5e syndicat, qui est le FNE, la FNE, qui était au début dans les négociations, mais avant l'accord de 14 janvier, ils ont quitté les négociations. Et je pense que ne pas impliquer tout le monde, ne pas impliquer tous les syndicats peut être source d'inquiétude à propos des protestations des enseignants. L'autre élément qui peut peut-être donner naissance à des mécontentements au sein des enseignants, c'est le fait de ne pas avoir une démarche équitable en ce qui concerne les augmentations de salaire. Vous pensez à quelle catégorie en particulier? Je pense surtout au cadre d'académie, parce que le programme du gouvernement a promis et s'est engagé à augmenter les salaires de 2500 dirhams pour les nouveaux enseignants qui débutent leur carrière. Oui. Aujourd'hui, cette promesse, je pense qu'elle est abandonnée, du moins en lisant le statut unifié. Il n'y a pas mention de cette augmentation de 2500 dirhams, ce qui va peut-être déclencher des mécontentements au niveau des enseignants, surtout les débutants qui débutent leur carrière. Troisième élément qui peut être un élément déclencheur ou bien qui peut favoriser une certaine colère au niveau des enseignants, c'est le fait de mentionner dans le statut unifié que l'enseignant est tenu de respecter le droit de l'apprenant aux apprentissages. C'est un élément
qui peut être interprété comme une opposition au droit à la grève. Que stipule cela? Alors juste parce que, vu qu'on rentre vraiment dans le détail maintenant, alors le nouveau statut comprend 12 chapitres et 98 articles. Bien naturellement, nous n'avons pas le temps de nous arrêter sur chacun de ces chapitres, mais quel chapitre stipule que, justement, cela pourrait être interprété comme ceci, comme un refus de droit à la grève? C'est l'article qui oblige l'enseignant à respecter le droit d'apprentissage, c'est-à-dire de donner à l'élève son temps d'apprentissage comme il est inscrit dans le programme scolaire. Ce qui devrait, donc, dans ce cas-là, l'enseignant, à travers ce nouveau statut, s'engage à ne pas priver l'élève d'aucune heure d'apprentissage telle que sur le programme. Oui. C'est une bonne chose finalement pour les élèves. C'est une bonne chose. Mais bon, après, une bonne chose, mais il faut je crois qu'il fallait qu'il soit négocié en même temps avec la loi de la grève qui n'est pas encore, bien sûr, discutée. Et c'est un problème très important. Mais qui ne concerne pas que l'enseignement. Oui, bien sûr. Ça ne concerne pas que l'enseignement, mais les enseignants, ils sont très nombreux. Parmi les fonctionnaires, ça représente un pourcentage très important. Alors, si on arrive aujourd'hui, à travers le statut unifié, à faire respecter ce temps d'apprentissage, ce sera bien sûr une bonne chose, mais je pense qu'il sera interprété de cet angle du droit à la grève. Alors justement, l'objectif principal de ce nouveau système unifié, professeur Gzila, est de préserver les acquis tout en assurant l'équité entre les enseignants et entre tout le corps de ce département de l'éducation nationale. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui quand on regarde dans le détail des dispositions de ce projet de décret approuvé par le gouvernement cette semaine? Oui, moi je pense que oui, parce que il y a annulation ou, je dirais, suppression des 12 statuts particuliers. Et je dirais, on a un statut unique aujourd'hui. Donc déjà, cette iniquité qui existait avant a été, je dirais, en grande partie supprimée. Première des choses. Deuxième des choses, le passage de 6 à 4 corps. Donc on était à 6. Donc le système était étalé avec plusieurs corps. On est passé à 4 corps. Les corps, il y a le corps de la gestion scolaire et administrative. Il y a le corps d'encadrement, de contrôle et d'évaluation. Je n'ai pas cité le terme inspection parce que je n'aime pas... J'allais vous interpeller dessus. Voilà. Est-ce que ce sont ces fameux inspecteurs? Justement, l'inspection, c'est une évaluation sanction. Ce n'est pas une évaluation redressement. Et donc, dans la majorité des pays, on a supprimé cette appellation. Je ne suis pas contre ou pour, mais l'appellation inspection, ça laisse à désirer. C'est beaucoup plus une connotation policière qu'autre chose. Le bâton que la carotte. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort aussi dans les dispositions de ce projet de décret. C'est plus la carotte que le bâton. Donc, je comprends aussi le fait de revoir certaines appellations même de certains métiers, notamment celui d'inspecteur. De l'inspecteur. Alors, il y a le corps des enseignants-chercheurs en éducation, et ça, c'est nouveau. Ça a été... dit plusieurs fois, maintenant c'est par le ministre, maintenant c'est appliqué, et tant mieux pour les enseignants qui ont des doctorats, qui veulent aller vers la recherche fondamentale ou la recherche-action. Il y a aussi l'instauration de beaucoup d'incitations. Parlons-en. Alors, les incitations d'abord pécuniaires. Oui, alors il reste insuffisant, comme l'a dit notre ami. C'est un bond qualitatif et quantitatif quand même important. Oui, très très important. Il faut l'avouer quand même. Maintenant, il y a une promesse du chef de gouvernement, c'est d'atteindre 7500
dirhams pour l'enseignant. Il faut dire Brut. que ce gouvernement est toujours là. Hein. On compte espérer toujours pour aboutir à 7 500 dirhams. Maintenant, il y a des allocations, bien sûr, financières, on en a parlé, et qui concernent la majorité des cadres de l'éducation nationale. Et puis, il y a la révision des indemnités complémentaires. Hein, déjà, ça, c'est un point très, très important. Alors, maintenant, malgré beaucoup de points positifs, il existe encore d'autres points en suspens. À savoir, l'augmentation des enseignants ne répond pas aux aspirations minimales. Il fallait fournir plus d'efforts à ce niveau. Ça reste ma perception personnelle, mais je reste ambitieux dans le sens où ce gouvernement est toujours là. Et je pense que le chef de gouvernement, et je l'espère, va tenir sa promesse à ce niveau-là. Alors, la stipulation claire de la fonction publique, ça aussi c'est un élément, c'était une doléance des contractuels. Exact. Il y a aussi l'élaboration, la reconnaissance de l'intérêt de la formation continue et de la formation initiale. Maintenant, entre la reconnaissance et l'ingénierie d'une formation continue, ça reste, ça laisse à désirer. Il faut attendre la mise en application pour voir est-ce que vraiment cette bonne intention est là pour passer à l'acte et donc élaborer une ingénierie de formation continue pour les enseignants. Bien sûr, il y a d'autres éléments sur lesquels il faut insister, notamment, je dirais... Alors, en dehors des... Alors, déjà, pour rester vraiment sur l'aspect financier, alors l'adoption d'un système d'incitation professionnelle permettant aux membres de l'équipe éducative de l'établissement d'obtenir des allocations financières annuelles selon des conditions spécifiques liées à la performance et à l'efficacité. C'est là où ma question, en fait, se pose. Qui va évaluer cette performance et cette équité? Est-ce que le département, déjà, est-ce qu'il est outillé pour? Est-ce qu'il dispose d'assez de ressources à même d'évaluer la performance de tout un chacun? Non. 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 La réponse est non. Abnasser Naji, vous partagez cette réponse? Pas tout à fait. D'accord. Donc déjà, pourquoi non, professeur Gdira? Les délégations, les directions régionales, ou ce qu'on appelle les directions régionales, il y a combien d'inspecteurs dans les directions régionales? Et je peux vous dire que dans des directions, il y a 1 ou 2 voitures qui sont dédiées aux inspecteurs. Malgré la rareté des inspecteurs, l'infrastructure de transport n'est pas là pour pouvoir, je dirais entre guillemets, inspecter ces enseignants. Mais du coup, si on limite cela juste aux établissements d'enseignement public portant le label établissement d'excellence, ce sera possible. Alors combien de... Du coup, en fait, pas tout le corps enseignant sera évalué. Oui, mais lorsqu'on parle, je dirais, de justice et d'équité, ça veut dire qu'il faut viser tout le corps enseignant. Maintenant, nous n'avons pas les moyens, il faut le dire, et même certains inspecteurs sont très rares, mais sont là, certains inspecteurs ne sont pas ou n'ont pas une formation actualisée pour pouvoir réaliser la tâche. Ils sont dans cette logique, je dirais, policière de sanction plutôt qu'une logique d'amélioration et de progrès. Ça reste quand même un point sur lequel j'invite et j'interpelle Monsieur le ministre pour, je dirais, focaliser sur cette question-là. Abnasser Naji, peut-être une réaction. Oui, une réaction par rapport au cadre d'académie. Moi, je pense que le statut unifié ne garantit pas l'intégration dans la fonction publique. Non, parce que déjà dans le statut unifié, le premier article, il parle de deux catégories. Il y a les fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale et il y a les cadres d'académie. En plus, les cadres d'académie, ils vont rester gérés au niveau régional par les académies, les AREF. Exact. Justement, Troisième élément, les syndicats
ont interpellé le ministre. Oui, troisième élément qui plaide en faveur de la non-intégration de la fonction publique, il y a un article, je crois que c'est l'article 7, qui dit que les ressources humaines telles qu'elles sont définies dans le statut unifié seront gérées par les textes de la fonction publique, sauf contradiction avec le décret. Ça veut dire que les cadres d'Akadémie ne vont pas être gérés dans le cadre de la fonction publique. Alors, en ce qui concerne la performance, ou bien l'évaluation de la performance des enseignants, surtout liée avec les incitations, je pense qu'on a les éléments, on a les moyens pour évaluer la performance. Parce que ce qui est indiqué dans le statut unifié, c'est la performance des établissements scolaires et non pas des enseignants. Donc, performance des établissements scolaires. Cette année, nous aurons seulement 628 ces fameux établissements d'excellence. Oui, de pionnières. Donc, ces établissements pionniers seront bien sûr évalués facilement. Oui. Oui, parce que ce sont seulement 628. En plus, on va faire appel. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'ai interpellé professeur Gdira tout à l'heure. C'est-à-dire que, en gros, ces incitations pour la performance n'iront finalement qu'à des établissements, je vais y arriver, qu'à des établissements qui sont déjà performants. Oui, il faut qu'ils prouvent leur performance. Parce qu'il faut qu'ils aient ce label qualité. Oui. Parce que c'est la condition sine qua non pour avoir cette récompense. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de toucher ici un peu à l'équité que l'on vise aussi? C'est-à-dire que tout le monde est sur le même piédestal. Il n'y a pas de lycée d'excellence ou de collège d'excellence, alors que tous les collèges devraient être d'excellence. Ceci étant dit, ce n'est qu'un début dans la réforme, effectivement, et la feuille de route qui a été mise en place par le ministère, c'est d'abord de commencer petit, et puis d'élargir et ensuite de... Mais est-ce qu'il y a quand même cette question d'équité? On doit se dire, en tant que... Si j'étais enseignant, je me dis, pourquoi je ne suis pas dans ce lycée d'excellence? Moi, je veux être là-bas. Pourquoi moi, je me garde dans ce lycée? Après, c'est juste des questions que je me pose et que je transpose la situation ou que moi-même, je me retrouve dans la peau d'un ou d'une enseignante. C'est la vision du ministère. Maintenant, cette vision du ministère, elle se base d'abord sur l'expérimentation de ce système, ou bien de ce mécanisme des établissements pionniers. Et bien sûr, l'expérimentation ne va pas concerner tous les établissements. C'est logique. Mais après, il faut généraliser. Moi, de mon point de vue, j'ai déjà mis en question cette démarche du ministère et je disais toujours qu'il fallait dès le début généraliser ce concept. Il faut le généraliser dès le départ parce que ça ne demande pas beaucoup d'éléments et tous les éléments qui constituent ce concept des établissements pionniers sont des éléments maîtrisables et on peut les gérer dans tous les établissements scolaires. Donc maintenant, par rapport aux incitations, bien sûr, il y a un mécanisme qui est déjà mis en place. C'est à travers un institut qui est étranger qui va évaluer ces établissements. Il s'appelle JIPAL. Donc cet institut va bien sûr évaluer ces établissements pour donner ce label qualité. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi donner cette mission à un organisme étranger alors que nous avons l'instance nationale d'évaluation qui peut très bien gérer cette... L'instance nationale d'évaluation qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Non, qui dépend du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Donc c'est une instance qui peut faire l'évaluation externe. Donc il peut bien sûr... Nous avons les cadres compétents. Oui, nous avons les cadres. Donc, et en plus de ça, dans le programme du gouvernement,
on parle de donner à cette instance cette mission d'évaluation. Alors je me pose la question, pourquoi du jour au lendemain on passe d'une vision à une autre vision, donner l'évaluation de la performance de nos établissements scolaires à un organisme étranger. Deuxième élément par rapport à l'évaluation, c'est l'évaluation des enseignants. Alors, dans ce statut unifié, il y a l'évaluation des enseignants qui va se baser sur des critères, et ces critères ils sont au nombre de 5, et chaque critère va faire l'objet d'un arrêté qui va, bien sûr, décomposer ce critère en un ensemble de sous-critères pour bien définir comment on va évaluer l'enseignant. Et là, peut-être que va se poser la question de l'évaluateur, parce que dans le statut unifié, on parle à la fois du directeur de l'établissement et de l'inspecteur. Donc ces deux superviseurs de l'établissement scolaire vont bien sûr donner une note à cet enseignant qui va être jugé par rapport au travail qui est réalisé, mais en même temps on va le juger à travers le résultat des établissements scolaires, la performance de l'établissement. Et là se pose la question, est-ce que c'est seulement l'enseignant qui est la cause principale de la performance de l'élève? Surtout lorsqu'on trouve dans le statut unifié un article qui parle d'octroyer à l'enseignant les moyens nécessaires pour faire son travail. Mais en plus de ça, le même article, il dit que ces conditions ou bien ces moyens vont être octroyés en fonction des possibilités. Et en fonction des possibilités, ça veut dire que le ministère, s'il n'a pas les moyens pour octroyer les conditions nécessaires à un enseignant dans un douar éloigné, dans les fins fonds l'arrière-pays, on ne peut pas, bien sûr, le rendre responsable des résultats de l'élève qui sont réalisés au sein de l'établissement scolaire. En plus de ces éléments, moi je pense qu'il y a des biais méthodologiques dans l'élaboration de ce statut unifié. Alors, le premier biais méthodologique, il est en relation avec la loi cadre. La loi cadre qui doit être la loi qui est le référent de l'élaboration de ce statut unifié. D'ailleurs, dans la note de présentation du statut unifié, on parle de la loi cadre comme étant le référentiel principal de... C'est en fait, là, on dit dans le communiqué, il intervient, ce projet de décret, dans le cadre de la déclinaison de la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Alors, cette loi cadre... Qu'est-ce qui diffère? Il dit qu'on ne peut pas élaborer le statut de l'enseignant sans élaborer le REC, le référentiel des emplois et des compétences. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore élaboré le REC, donc, et qui est le référentiel principal sur lequel on doit se baser. En plus, la loi cadre, il dit que ce référentiel des emplois et des compétences, il doit recevoir l'avis du Conseil supérieur de l'éducation et de la recherche scientifique, chose qui n'a pas été réalisée. En plus de ça, la loi cadre, il parle de l'agrégation de toutes les composantes post-baccalauréat. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur doit avoir comme l'une de ses composantes tous les instituts, tous les établissements qui enseignent le post-baccalauréat. On parle par exemple de BTS, ce qu'on appelle les CGPE, les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont rattachées aujourd'hui au secteur de l'éducation nationale, alors que la loi cadre oblige le gouvernement à faire rattacher ces instituts ou bien ces établissements à l'enseignement supérieur. Alors, au lieu d'appliquer cet article qui parle de ça, on crée un corps qui s'appelle l'enseignant-chercheur.
Alors, l'enseignant-chercheur, il y a une aberration dans le statut unifié. L'enseignant-chercheur, il est à la fois géré par le statut unifié Et l'enseignement supérieur. et par le statut de l'enseignement supérieur, Bah oui, de des enseignants-chercheurs. Ouais. Donc, ce qui est, à mon avis, une grande aberration, on ne peut pas gérer un corps, un cadre par deux décrets, deux statuts qui n'appartiennent même pas au même secteur. Appartient à deux secteurs À deux différents. départements, en tout cas À deux ministériels. départements Exactement. différents. Oui. Alors qu'il était plus simple de faire rattacher ces enseignants-chercheurs à l'enseignement supérieur en faisant rattacher les CRMF, les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, à l'enseignement supérieur, comme il est stipulé pas dans la loi cadre, mais dans le programme du gouvernement. Dans le programme du gouvernement, on parle de rattacher ces CRMF. C'est bien ce que vous avez les deux référentiels. Hein, vous êtes référencé. Enfin, il y a ce programme du gouvernement et il y a la loi cadre, donc qui chapeaute aussi surtout ce projet de décret et ce statut unifié qui va vraiment dans le détail. Très intéressant les points que vous avez soulevés. Alors, professeur Gdjiela, on a parlé des incitations, on a parlé de l'évaluation. Parlons à présent de cet âge qui a été limité à 30 ans. Alors, et aussi des conditions, hein, parce que c'est... Oui. On parle là de conditions bien spécifiques pour accéder à la fonction d'enseignant. Alors, question d'âge, je pense qu'il y a de l'arbitraire là-dedans. Hein. Ma position, à moi, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire carrière dans l'enseignement lorsqu'on intègre l'enseignement à l'âge de 43 ans ou 44 ans. Ce n'est pas possible. Donc, pour rester motivé, engagé, je pense qu'il faut intégrer précocement le métier de l'enseignant. Hein. Maintenant, vous allez me dire quelle est la différence entre 30 ans et 32 ans. Là, il faut trancher. Hein. Je pense que même si je n'oserais pas vous poser la question, parce que je pense que personne ne détient vraiment une réponse. Quelle est la différence entre quelqu'un qui a 30 ans et quelqu'un qui a 32 ou 35 ans? Oui, mais entre 30 ans et 40 ans, par exemple, hein, c'est 10 ans. Après, ça dépend aussi de l'expérience. Hein. Oui, ça dépend des expériences. Mais c'est des novices, les gens qui, je dirais des novices dans le sens où c'est leur premier métier hein, à l'âge de 30 ans. Hein. Maintenant, les critères de sélection, je suis tout à fait d'accord, dans tous les pays, il y a une grille de sélection pour exercer la fonction d'enseignant. Hein. C'est pas, vous savez, c'est un métier très compliqué, très complexe. C'est un métier qui nécessite des personnes passionnées, engagées, je dirais, qui prennent la formation continue comme philosophie de vie professionnelle et de vie personnelle. Et par conséquent, c'est tout un débat. Est-ce que c'est 30 ou 35 ans? Personne ne peut trancher sur cette question. Je pense qu'il y a de l'aléatoire, comme je l'ai dit au début, pour pouvoir dire que 30 ans... mais si je fais référence à certains pays étrangers, l'âge moyen pour intégrer le métier d'enseignant, c'est 25 ans. Voilà. Hein, c'est-à-dire dans pas mal de pays. Maintenant, j'ai envie si vous voulez, de rebondir sur une question qui a été évoquée par mon ami et mon collègue. C'est la gestion concomitante, je dirais, de l'enseignant-chercheur, hein, du secondaire, par l'enseignement supérieur et par l'enseignement secondaire. Je pense que c'est un résidu du passé et on n'a pas pu jusqu'à maintenant s'en débarrasser. Hein. Ça a été toujours des tractations, un va-et-vient, mais je pense que c'est un élément positif puisqu'il y avait des professeurs du second cycle qui avaient des doctorats et qui n'ont pas pu progresser. C'est une brèche qui a été ouverte par le ministre. Moi, je dirais, j'y adhère personnellement, à condition, bien sûr, que dans le futur,
de revenir à la norme, à savoir d'intégrer les centres des métiers d'enseignement à l'enseignement supérieur. Exact. Voilà. Mais en tout cas, c'est un point positif pour les enseignants du secondaire qui ont un doctorat et qui vont bénéficier. Un point quand même qui reste un peu dans le brouillard, au moins du fait qu'ils puissent dépendre de 2 départements différents. Voilà. Peut-être qu'on pourrait lever le voile sur cette ambiguïté. Alors, des bonus, on en a parlé. Ces nouveaux mécanismes d'incitation, j'aimerais bien revenir sur ce chiffre. 140 000 titularisations de postes dès 2023. Bien sûr, nous n'allons pas voir 140 000 contractuels titularisés d'un coup. Ça va se faire graduellement, Abnasser Naji. On parle ici de chiffres quand même qui se répartissent jusqu'à 2027 et ça a un coût. On parle de 9 milliards de dirhams. C'est quand même beaucoup parce que c'est généralement le parent pauvre du budget, ce ministère de l'Éducation nationale. C'est un grand pas en avant. Oui, ça semble que la démarche qui a prévalu dans l'élaboration de ce statut unifié, c'est la démarche financière. Démarche financière parce qu'on a pris en considération les contraintes budgétaires du ministère pour élaborer ce statut unifié. C'est la raison pour laquelle on a abandonné l'augmentation de 2500 dirhams pour les débutants. C'est la raison pour laquelle on n'a pas augmenté tous les corps d'enseignants. On a choisi quelques corps d'enseignants. Et c'est la raison pour laquelle on a procédé par graduation dans l'augmentation ou bien la titularisation des cadres d'académie. Bien sûr, c'est un point positif de titulariser les cadres d'académie. Ça, c'était un des éléments névralgiques de la gestion du système éducatif national. C'était même, à mon avis, une erreur de procéder par contractualisation avec les cadres d'académie. Mais aujourd'hui, l'intégration dans un statut unifié, c'est une bonne chose. Moi, je veux revenir à 2 éléments. Le premier, c'est l'âge de 30 ans. L'âge de 30 ans, moi je pense... Oui, vous êtes quand même de la société civile et vous êtes quand même un militant pour la qualité, donc, oui, la MACEN, la qualité de l'enseignement. La qualité, normalement, ne dépend pas de l'âge. Ah, c'est une bonne chose déjà. La qualité ne dépend pas de l'âge. On peut avoir de la sous-qualité avec des gens de moins de 30 ans, comme on peut avoir de la surqualité avec des gens de plus de 30 ans. Et vice-versa. Et surtout dans le système éducatif, et moi je rejoins ce qui a été dit par mon collègue Sigdira, le métier d'enseignant nécessite de l'expérience, nécessite du dévouement pour ce métier, nécessite de la qualité de formation, mais tout cela n'a rien à voir avec l'âge. Et même dans les pays de l'OCDE, il n'y a pas de limitation d'âge. Plus encore dans les pays de l'OCDE... Mais il y a un référent historique. Le référent historique, c'est que l'âge moyen pour intégrer, il est de 25, 26 ans, 24 ans. Voilà. Mais il y a une tendance... Vous avez tout à fait raison, j'y adhère. Et je l'ai dit tout à l'heure à notre animatrice, il y a de l'aléatoire sur cette question-là. Vous avez tout à fait raison. Plus que ça, il y a pour une question de gestion de flux dans le système éducatif et surtout par rapport au départ à la retraite. On essaie dans ces pays de l'OCDE de diversifier les âges d'entrée. Parce que si on a le même âge ou bien des âges qui se rapprochent, parce que moins de 30 ans, ça veut dire que vous avez entre 25 ans et 30 ans. 25 ans et 30 ans, ça veut dire que après 30 ans, nous aurons 20 000 enseignants qui vont partir à la retraite.
Mais c'est bien, ça veut dire qu'ils vont cotiser pour eux, c'est pas non, plus mal. Pas ça. Après, je vous interpelle. Moi, je fais du calcul assez basique quand vous dites cela. Ça veut dire que finalement, on aura assez pour remplir les caisses de l'État. Pas de l'État, mais en tout cas de retraite. De retraite, en ce qui concerne les cotisations de cette nouvelle génération d'enseignants. C'est l'explication qui est généralement faite par les détracteurs de cette limitation d'âge, parce qu'ils disent que... Je n'en fais pas partie, déjà, précision. Et c'est la première fois que j'entends... Enfin, en tout cas, que moi-même, je fais ce raisonnement. Il vient de moi. Je me demande, est-ce que c'est finalement pas une bonne chose pour les caisses de retraite? Et on connaît les difficultés que connaissent celles-ci. Parce que dans le principe général de la caisse de retraite, c'est que les jeunes payent pour les vieux. Donc, alors, moi, je parlais d'autre chose. Je parlais des départs massifs à la retraite. Vous aurez 20 000, donc il faut préparer la relève pour avoir ces 20 000. Alors, pour ne pas avoir chaque année un pourcentage très important de gens qui partent à la retraite, il y a une politique dans les pays de l'OCDE qui veut diversifier les âges d'entrée. Avoir une fourchette très, très large, de 25 à 40 ans, ça fait 15 ans. Et 15 ans, ça peut vous donner des départs à la retraite qui sont gérables. Un autre élément que je trouve très important, ça concerne le préscolaire. Dans le préscolaire, le statut unifié, je pense qu'il a négligé ce secteur très important. On ne parle pas des éducatrices ou bien éducateurs. Ils ne font pas partie du statut unifié. La dernière déclaration qu'on a entendue du monsieur le ministre à propos du préscolaire, il parlait d'un effort qui va être déployé par le ministère pour arriver au SMIG pour les éducatrices. Donc c'est le maximum qu'on peut offrir à ces éducatrices, alors que, d'une part, dans le programme du gouvernement, on parle d'intégrer les éducatrices dans la formation initiale dans les CRMF pour qu'elles aient le même statut que les autres enseignants du primaire ou bien du secondaire. Et ça, je pense que c'est une bonne orientation parce qu'on parle déjà au sein du gouvernement de l'importance du préscolaire. Et que le préscolaire, de la généralisation du préscolaire. Oui, la généralisation du préscolaire et la qualité du préscolaire. Et la qualité du préscolaire, elle dépend bien sûr de la qualité de formation, de la formation initiale des éducatrices. Donc d'une part, ces éducatrices ne font pas partie des catégories qui vont être formées dans les CMF. Et d'autre part, ces éducatrices ne bénéficieront pas des salaires dont vont bénéficier les autres collègues dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Alors, les enseignants cadres, puisqu'on parle des différents corps, les enseignants cadres seraient en colère. Ils réclament en fait qu'aucune de leurs doléances n'a été satisfaite dans le cadre de ce statut unifié. Alors, comme je l'ai dit au début, il y aura toujours des contents et des mécontents. La colère, bien sûr, il faut la canaliser, et ce n'est qu'un début. Les syndicats doivent continuer à jouer leur rôle de doléance, de négociation. Il ne faut pas dramatiser, parce que c'est un pas, je dirais, assez important. Et c'est un courage politique quand même, parce que les contractuels, je pense que c'est l'une des nombreuses patates chaudes que se sont passées les gouvernements un après l'autre. Qui n'ont pas pu résoudre ce problème des contractuels. Il y a eu un semblant de résolution du problème avec l'ancien ministre, mais c'était pas aussi important que ce qui est entrepris aujourd'hui par ce ministre. Tout à fait, mais avec l'ancien ministre, il y avait des points très positifs, mais toujours dans le cadre de la contractualisation.
Aujourd'hui, voilà, il n'avait pas coupé court à cette contractualisation, Saïd Hamzazi, en effet. Ce qui n'est pas le cas avec Chakib El Moussa, parce que, quand même, vous parlez d'une vingtaine de réunions, mais après tout, c'est une question de courage aussi. Oui, de courage politique. Voilà. Je reviens toujours à cette question de courage politique, parce que ce sont des décisions politiques aussi. Comme on parle aujourd'hui de code de la famille, comme on parle de plusieurs réformes qui sont vraiment centrales et importantes, mais qui ne sont pas faciles à prendre compte tenu de la complexité de la chose et puis des ramifications de ce genre de réformes, notamment ces contractuels, ces 140 000 contractuels. Vous savez, malgré l'effort, je lisais les commentaires de certains enseignants, de certains cadres, certains professeurs. Alors, fâcheusement, malheureusement, je le dis, fâcheusement, il n'y a eu que des propos négatifs concernant cette réforme. Hein. J'ai l'impression que nous sommes devant les éternels mécontents. Hein. Ça, c'est... je suis à même de comprendre, parce qu'il y a une partie de lésés, d'autres... je suis à même de comprendre, parce que ce mécontentement vient d'un écart entre des attentes très ambitieuses et la réalité du statut. Hein. Ça génère toujours des frustrations. Du statut et du budget. Hein. Oui, ça génère toujours des frustrations. Maroc, hein, quand même. Mais moi, je dis, lorsqu'on veut évaluer un nouveau statut, hein, il faut deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a une situation actuelle et une situation désirée. Il y a un écart. Maintenant, ce statut unifié, à mon sens, a réduit cet écart entre la situation désirée et la situation actuelle. C'est un grand effort louable qu'il faut féliciter, bien sûr, avec les éléments négatifs qui ont été cités par mon ami et mon collègue et par moi-même. Et deuxième élément, en élaborant un benchmark avec ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire évaluer un statut, c'est voir ce qui se passe dans d'autres pays. Et dans d'autres pays, je vais prendre comme exemple la Roumanie, la Hongrie, la Lituanie. Et lorsqu'on prend en considération, c'est par rapport au PIB par habitant et par rapport au coût de la vie. Donc, moi, je trouve que ce qu'on a fait est colossal. Vous savez qu'il y a en Europe et dans l'Union européenne plus de 9 pays qui viennent à la traîne par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. La Hongrie, la Roumanie, la Lituanie, la Macédoine, etc. Donc, je peux citer pas mal. La France aussi, par rapport à son niveau de vie, hein, même si un professeur des écoles démarre avec 1900 et quelques, 1950 € par rapport au coût de la vie, ça reste largement, je dirais, en écart par rapport à ce qu'on a fait et par rapport à notre niveau de vie, par rapport au coût de la vie. Et par conséquent, ce qui est vraiment différent, hein, c'est le nombre d'élèves par classe au Portugal, dans d'autres pays. Ici, nous avons une moyenne de 35 élèves par classe, alors que là-bas, c'est énorme, alors que là-bas, ils n'ont qu'entre 25 et 27 élèves par classe, la moyenne. Abdeslam Najib, alors, vraiment, dernier tour de table sur les recommandations. Peut-être, de toute façon, le projet de décret est passé en Conseil du gouvernement, il va certainement passer par la case Parlement aussi. Le ministre était, début de cette semaine, à la Chambre des conseillers pour présenter justement devant les commissions à cet effet ce projet de décret concernant le statut unifié. Next step. D'abord, il faut dire que le décret maintenant, ce n'est pas un projet. Le décret ne passe pas au Parlement. Le décret, non, le décret, ça y est, maintenant, il est acté. C'est un décret, il passe par le Conseil de gouvernement. Ce qui est passé par le Parlement, présenté aux chambres de conseillers, c'était le décret-loi
des académies. Parce que c'est un préalable pour faire passer le décret, le statut unifié. Parce que c'est comment on appelle ça, c'est la base législative du décret, c'est la loi. Et la loi, c'est la loi des académies, donc il fallait réviser un article dans la loi des académies qui parlait des 12 statuts. Les 12 statuts, il fallait abroger par la révision de ce décret. Alors, peut-être parler des points, il y a d'autres points qui sont positifs dans le statut unifié, comme à mon avis, lier la promotion au rendement, c'est un élément très important. Parce qu'on ne peut pas faire avancer le système éducatif sans faire responsabiliser les enseignants et leur rôle très important dans la qualité des apprentissages. L'effet enseignant, c'est un effet très important dans les études internationales. On lie les résultats des élèves à l'effet d'établissement, mais également à l'effet de l'enseignant. Et là, une influence très importante dans la qualité des apprentissages. Donc, il faut qu'il sache qu'il est responsable. Et lier la promotion au rendement, c'est un des éléments qui peut instituer ou bien instaurer la qualité des apprentissages. Merci, parce qu'on vient de m'informer que le temps de l'émission est terminé. Merci beaucoup, professeur Gdila. Merci à vous aussi, professeur Nagy. Nous allons certainement revenir à la thématique dans le cadre de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.